Coucou YouTube, on a beaucoup parlé de ICE en ce moment aux États-Unis, dans le Minnesota, et cetera. C'est l'immense scandale de ces rafles, en plein jour, qui choquent la population entière, la population mondiale. Qui choquent aussi en France parce que ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, même si bon, avant ils faisaient ça, mais c'était bon, c'était un peu plus caché et du coup ça choquait moins. Mais du coup, donc en ce moment, il y a toutes ces affaires-là, je vous encourage à aller voir mes derniers best-of sur tout ce qui se passe au Minnesota. Et il y a un nouveau rebondissement dans les différents scandales autour du travail de ICE. Mais avant que je vous raconte ça, n'hésitez pas à vous abonner, à donner de l'argent sur Tipeee pour soutenir la Zawa Prod, à, je sais pas, à partager la vidéo, à liker, à commenter. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de donner de l'argent, vous pouvez aussi donner des soutiens moraux et symboliques. Merci beaucoup. Et donc, nouveau rebondissement du coup de ces différents scandales en fait en cascade de ICE depuis donc le meurtre de René Good, le meurtre de Alex Peretti, l- globalement toutes les rafles, le mouvement social majeur qui est en ce moment au Minnesota, même la grève générale qui commence à monter, enfin, qui a été décrétée je crois samedi. Je sais pas si ça suit, je sais pas si le mouvement de grève suit en ce moment dans le Minnesota, mais grosse mobilisation citoyenne contre la police aux frontières et les déportations massives. Voilà. Et du coup, nouveau rebondissement français dans cette affaire, c'est qu'il a été révélé que ICE utiliserait les services de Capgemini, qui est donc un, un fleuron français, hein, voilà. Donc voyons voir, on va un petit peu rentrer en matière avec cette vidéo de 3024, et ensuite je vais vous lire un article des jours qui détaille un petit peu plus les dessous de ce fameux contrat avec ICE et un petit peu l'ampleur du scandale, quoi. Vous connaissez désormais ces images, des agents surarmés de ICE qui arrêtent des migrants pour les expulser. Mais saviez-vous qu'en coulisses, ces policiers sont aidés par une entreprise française, Capgemini, un fleuron du CAC 40, en mode chasseur de primes. Et genre, c'est vraiment chasseur de primes. Genre, c'est pas juste, on donne un petit coup de main. C'est genre, on est payé à la tête, quoi. Et genre, c'est. Bref, vous allez voir. Dans ces vidéos, Capgemini revendique sa raison d'être. Libérer les énergies humaines par la technologie. Libérer les énergies. Oh, le bon buzzword macroniste. On libère les énergies. Environ quelques milliers de joules dans la tronche des gens. Pour un avenir inclusif et durable. Bien sûr, un avenir inclusif et durable, tellement inclusif qu'on va pourchasser des immigrés, légaux ou illégaux, on sait pas, on s'en bat les couilles tant qu'on fait du chiffre. C'est tout ce qui compte, ça va libérer les énergies. Elle travaille avec plusieurs agences gouvernementales, ministère de la Santé, des anciens combattants et depuis plus de 15 ans, le département de la sécurité intérieure. Des contrats que nous avons consultés sur les bases de données publiques. Pour ICE, Capgemini gère par exemple un standard téléphonique réservé aux victimes de crimes commis par des étrangers. Donc vous voulez dire que le standard téléphonique pour faire de la délation, spécifiquement ciblant les étrangers ou perçus comme tels, hein, parce que bon, comment tu sais que la personne est étrangère? Est-ce que t'as vu sa carte d'identité? T'as vu son statut migratoire? Ah non, il avait juste une tête à... D'accord. Après oui, c'est vrai que c'est la grande tradition française. Ça c'est clair que pour un fleuron de l'entrepreneuriat français, pour un fleuron de l'industrie française, Capgemini exporte aussi les traditions françaises de la délation envers les incisés. C'est plus rapide que les lettres de délation. Le problème, c'est faut écrire, faut envoyer, c'est chiant. Alors que là, t'es au téléphone. Bonjour. Je souhaite dénoncer un étranger. Oui, le crime que j'ai subi. Il marchait sur ma pelouse. Ouais, merci beaucoup. Tout de suite, vous envoyez une équipe. Génial, merci beaucoup. Au revoir. Le groupe français répond à un nouvel appel d'offres, cette fois pour identifier et localiser des étrangers. Ça s'appelle du skip tracing, une urgence pour ICE. ICE a un besoin immédiat pour du skip tracing. Et plus la société française localisera de migrants, plus elle pourra empocher d'argent. C'est écrit noir sur blanc. Des bonus monétaires ou des ajustements de tarifs basés sur le taux de succès dans la vérification des adresses des étrangers et la délivrance des documents. Quand le prestataire, globalement, vérifie avec succès la résidence de l'étranger ou le lieu d'emploi du premier coup, en mode si tu y arrives du premier coup, t'as un petit bonus. Des bonus supplémentaires pour la délivrance en temps et en heure des rapports de vérification, c'est-à-dire dans les 48 heures. C'est-à-dire si c'est reçu dans les 48 heures, le rapport de vérification, t'as un bonus en plus. Et des bonus pour atteindre un haut pourcentage de délivrance de documents successful, c'est-à-dire obtenir des signatures ou provide des rapports détaillés sur les refus, c'est-à-dire de genre, en gros, les délivrances de documents, c'est en mode filer le papier comme quoi la personne est expulsée, I guess. Oui, les gens, oui, alien, c'est le mot normal. Oui, aux US, alien, ça veut dire étranger. Je sais que ça fait bizarre de voir ça en français, mais oui, ça veut juste dire étranger. Mais oui, c'est vrai que ça fait bizarre de voir alien, littéralement. La semaine dernière encore, Capgemini assumait ce type de partenariat sur son site internet.
Capgemini travaille étroitement pour aider à réduire les délais et les coûts dans l'expulsion de tous les étrangers illégaux des États-Unis. Parce que non seulement ils veulent déporter les étrangers, mais en plus ils veulent le faire pour pas cher, ces bandes de bâtards là. C'est vraiment, nous, on vous aide à expulser pour moins cher. Bande de filles. Depuis, comme l'a repéré l'Observatoire des multinationales, l'article a disparu. Capgemini n'assume-t-il plus de travailler pour ICE ? On aurait bien voulu interroger le PDG, mais l'entreprise nous renvoie vers son communiqué. Bah, surtout comme l'entreprise en ce moment, ils sont dans un bourbier de plan social, ils sont en mode oh putain, on va pas se mettre ça par-dessus en plus, c'est terrible. Le groupe Capgemini est dans l'impossibilité d'accéder à des contrats classifiés conformément aux réglementations américaines. En clair, Capgemini affirme ignorer le détail des contrats signés par sa filiale avec ICE. Mais le groupe s'engage à les regarder de plus près. Donc voilà, donc Capgemini qui est en mode ah, on n'a pas le droit de vous révéler les détails, mais on va se pencher là-dessus pour voir si on fait des trucs pas bien. Globalement, c'est ça. Et donc le site Les Jours, qui est un site d'enquête et d'information qui fait des articles de plutôt bonne qualité. Donc qui a fait un long article, un peu plus d'investigation sur le sujet. Donc Capgemini et ICE, compromission secrète. Donc Info Les Jours, au-delà du récent contrat pour aider la milice américaine à traquer les migrants, le géant français du conseil est en réalité au cœur du dispositif, et ce depuis des années. Donc en gros, Les Jours, ils nous disent non, c'est pas juste. Ils ont un petit contrat comme ça pour donner un coup de pouce. C'est en fait, ça fait des années qu'ils sont vraiment au cœur de la machine pour déporter les gens, quoi. Parce que rappelle que, encore une fois, ICE, c'est pas Donald Trump sous son deuxième mandat qui a inventé ICE. ICE, ça existe depuis 2003, 2002, 2003, les différents Patriot Act qui ont créé en fait des nouveaux corps en fait post 11 septembre pour renforcer l'agenda sécuritaire, les déportations d'étrangers, etc., etc. Ça fait depuis Bush que ça existe. ICE. Les chasseurs de primes auraient-ils revêtu un costume cravate? La presse américaine utilise bien le terme de bounty hunting, donc le chasse de primes, quoi, pour parler de la sous-traitance de certaines opérations de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, la police fédérale de l'immigration. Pierre angulaire du second mandat de Donald Trump, ou tout du moins son totem le plus saillant. Oui, parce qu'encore une fois, on parle beaucoup de ICE, mais il y a aussi la patrouille des frontières, la Border Patrol, et t'as aussi des agences fédérales. Enfin bref, l'entièreté de la politique anti-immigration de Trump ne se résume pas à ICE, même si ICE est le truc le plus spectaculaire, on va dire, parce qu'on les voit littéralement buter des gens dans les rues, quoi. Tu veux dire que les lois antiterroristes pourraient servir le FN si c'est arrivé au pouvoir? Mais non, qui l'eût cru? La politique migratoire a provoqué une ruée vers l'or qui a bénéficié à une myriade d'entreprises, parce que rien de tel que l'argent public pour soutenir la croissance. Au-delà des raids violents organisés par l'ICE, écumant les rues américaines à la recherche de sans-papiers, ou simplement de gens qui ont un titre de séjour, c'est souvent de technologie et de cabinets de conseil qu'il s'agit. Et dans ce palmarès du business is business, le premier prix revient peut-être à Capgemini Government Solutions LLC, la branche américaine du géant français du conseil. L'Observatoire des multinationales et France 2 viennent de mettre en lumière les contrats que celle-ci a signés avec l'ICE pour faciliter la traque des migrants. Les Jours dévoilent désormais les liens profonds et anciens qui unissent les services fédéraux de l'immigration et cette filiale basée dans l'État de Virginie, devenue le bras armé de l'administration Trump en croisade contre les personnes sans papier. Donc voilà, donc là ils sont en mode non, ça fait des années qu'ils font ça. Là le scandale éclate, mais c'est pas juste en mode ah oui, on avait un petit contrat. Non, ça fait des années que c'est leur partenaire préféré, quoi. Vive le CAC 40. Là, la DGSE fait une descente et on a toutes leurs données. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que la DGSE, ils prennent les datas de Palantir. Capgemini, ZICE, globalement, c'est nos chers partenaires commerciaux transatlantiques. Perfectionnement des systèmes d'internement. Donc, vous voyez les camps de concentration là qu'ils ont ouverts. Là, j'avais parlé de Alligator Alcatraz, des trucs comme ça et tout. Donc, voilà. Peut-être qu'ils sont pas dans Alligator Alcatraz, mais tu vois, genre, ils perfectionnent les systèmes d'enfermement des étrangers. Bah après, vous me direz, nous, on a ça en France, hein, ça s'appelle les centres de rétention administrative et tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Donc, bon. Optimisation des déportations et pistage d'individus. Ces consultants de l'ombre apportent un soutien opérationnel et technologique vital à l'agence, au cœur de l'actualité depuis la mort de René Good, tué le 7 janvier à Minneapolis par un de ses agents, et celle d'Alex Pretty, abattu dans la même ville le 24 janvier par un agent de la Border Patrol dans le cadre d'une opération de l'ICE. Pour résumer au jour sa pensée à propos du rôle actuel de Capgemini au sein de l'agence, Scott Schuchart, ex-directeur adjoint aux politiques de régulation, réfléchit, prend son temps, puis livre cette analogie provocatrice. Waouh. Faire arriver le train à Auschwitz, certes à l'heure, est toujours problématique. Quoi? Alors, c'est lui qui a choisi l'analogie. Hein. C'est pas les journalistes gauchistes, c'est lui qui est... Genre, les journalistes lui ont demandé « Est-ce que tu peux résumer ta pensée? C'est quoi le rôle de Capgemini au sein de ICE ?» Il a réfléchi, il a pris son temps, et après la meilleure analogie qu'il a trouvée, c'est faire arriver les trains à l'heure à Auschwitz. Vous vous rappelez quand Mélenchon il parlait de Eichmann et tout genre, voilà, c'est...
Le dispositif est simple. Plus un prestataire trouve vite les adresses des migrants recherchés, plus il gagne de l'argent. Les consultants de Capgemini sont payés à la tâche pour localiser les personnes et fournir les informations qui permettent ensuite à ICE de procéder aux arrestations. Et en plus, c'est ça le pire, c'est qu'ils sont payés à la tâche, tu vois. Genre, tu sais, t'as même un truc de la logique ultime du libéralisme, où genre t'es payé à la tâche, c'est la gamification du nazisme. Ils ont gamifié le nazisme. C'est vraiment genre, tu peux gagner des petits achievements et des petits bonus si t'arrives à shoot toutes les cibles. Genre, c'est littéralement des chasseurs de primes, quoi. Genre, c'est littéralement ça. Le nouveau deal est scellé sous Trump en décembre 2025, lorsque Capgemini Government Solutions LLC se taille la part du lion d'un appel d'offres déposé par l'ICE. Selon des documents officiels, l'entreprise décroche un contrat cadre plafonné à plus de 365 millions de dollars, 305 millions d'euros, près de 4,8 millions de dollars, donc 4 millions d'euros, ont déjà été engagés. Sur son site internet, le groupe français dit défendre une culture inclusive, où chacun peut être lui-même. Sauf les étrangers, visiblement. Le ton n'est pas tout à fait le même dans les missions détaillées dans l'appel d'offres. Le prestataire se verra confier un portefeuille d'environ 10 000 aliens, le terme utilisé pour parler de ressortissants étrangers, avec des informations indiquant qu'elles résident dans une zone donnée des États-Unis. Ce volume pourra ensuite être augmenté par une tranche successive de 10 000 dossiers. Donc ils ont des paquets de 10 000 dossiers, ils disent voilà ces personnes, on sait qu'elles habitent, je sais pas, dans le Minnesota par exemple, à vous de trouver leurs adresses. Selon Scott Schuchart, haut dirigeant de l'ICE de 2022 à 2025, la plus douteuse sur le plan juridique est sans aucun doute sa contribution au skip tracing, qui joue un rôle clé dans cette chasse à la prime. Comme le résume la société Thomson Reuters, qui elle aussi a proposé ses services à l'ICE, le terme est une relique de l'époque où les chasseurs de primes et les collecteurs de dettes se mettaient sur la trace de ceux qui avaient quitté la ville. Je parlais l'autre fois en live, il y avait eu un petit débat sur les réseaux sociaux sur les comparaisons entre ICE et la Gestapo, notamment d'Afro-Américains qui disaient le problème de comparer ça avec les nazis, c'est que ça efface toute l'histoire des chasseurs d'esclaves aux États-Unis, dont la culture et dont la logique se retrouvent aussi dans la traque aux étrangers que fait ICE. Et bien là, on a un exemple parfait de l'héritage de ICE dans les chasseurs d'esclaves, parce que le skip tracing provient donc de l'époque où les chasseurs de primes et les collecteurs de dettes se mettaient sur la trace de ceux qui avaient quitté la ville. C'était aussi ceux où les collecteurs de dettes, simplement les chasseurs d'esclaves se mettaient sur la trace de ceux qui avaient quitté les États esclavagistes, ou du moins ceux qui avaient quitté l'État ou la ville dans l'espoir de bouger dans des États du Nord où l'esclavage était interdit. Les Black Lions et Black Panther Party for Self-Defense appellent les flics les slave catchers. Oui, ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a une histoire très 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 états-unienne et on peut faire les parallèles avec les nazis parce que nous, c'est notre histoire et que c'est notre fierté nationale. Faudrait pas aussi sous-estimer. Certes, les nazis bandaient sur les États-Unis, Hitler c'était un fan de western, tout ce que vous voulez. Genre, c'est vrai, hein, by the way, genre, Hitler c'était un fan de western, il était très admiratif des politiques esclavagistes et ségrégationnistes états-uniennes, de la façon dont il luttait contre les immigrés, etc. Genre, c'était vraiment des trucs que Hitler disait et professait, etc. Genre, beaucoup de nazis étaient bandeurs des États-Unis là-dessus. Et en fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait aller. C'est que on peut continuer de faire des parallèles entre ICE et les nazis, mais à la condition qu'on reconnaisse aussi l'origine états-unienne des nazis et l'inspiration états-unienne, l'inspiration esclavagiste que les nazis avaient envers les politiques mises en place aux États-Unis contre les immigrés, contre les esclaves, etc., etc. Et la politique coloniale française. Oui, globalement que voilà. Globalement que quand Aimé Césaire dit que le crime des nazis, c'est d'avoir fait à des Européens ce qu'ils réservaient d'habitude aux colonies, il n'a pas trop tort. Ajouter là-dedans aux Noirs américains, quoi. Le skip tracing, il s'agit là de retrouver la trace d'une personne disparue des radars administratifs, témoins ou suspects, en croisant une multitude de données. Fichiers publics, bases commerciales, historique téléphonique, abonnements, réseaux sociaux, données de localisation ou adresses associées à des proches. Donc c'est vraiment c'est vraiment ajouter du coup à ça tous les outils de surveillance que du coup le régime autoritaire met à disposition d'entreprises privées pour déporter, enfermer de force des gens qui devraient être régularisés, quoi. Il combine désormais des bases de données issues des finances publiques ou de la sécurité sociale, quand bien même il n'est pas du tout clair que ce soit légal en matière de droit à la vie privée. Assure au jour Scott Schuchart. En France, en tout cas, on sait que c'est illégal, mais bon, je vous ai pas fait un truc récemment sur Palantir pour rien, hein?
Voilà, hein. C'est illégal, mais les premières révélations sur ces liens contractuels entre Capgemini et Lice ont provoqué un torrent de réactions dont se serait bien passé le groupe qui vient d'annoncer un vaste plan de licenciement. Rien que ce mardi, l'action du géant du CAC 40 a chuté. Les délégués syndicaux de la CFDT Capgemini ont déclaré dans un communiqué avoir sollicité la direction pour qu'elle apporte au plus vite des éclaircissements sur la nature du contrat révélé par les médias. Donc c'est clair que voilà, comme je disais, bon, ils aimeraient bien se passer de ce scandale parce qu'en ce moment ils ont une petite lutte sociale un peu compliquée, quoi. C'est clair qu'en plus, ils se font de la turbo-thune. En fait, c'est ça aussi le truc d'autant plus choquant, c'est que du coup, ils ont un contrat ultra lucratif, ils se font de la thune en jouant littéralement les chasseurs d'esclaves aux États-Unis. Parce que d'ailleurs, le mot chasseur d'esclaves n'est pas usurpé, parce que selon le 13e amendement, je crois, des États-Unis, l'esclavage est interdit pour toute personne libre. Et donc, techniquement, d'ailleurs, by the way, c'est le cas aussi en Europe, hein. Donc, en situation carcérale, l'esclavage n'est absolument pas hors de la table, en fait. En situation carcérale, l'esclavage est considéré comme parfaitement légitime, puisque ça fait partie de la peine et ça fait partie de ce que tu mérites, en fait, en tant que personne incarcérée. Donc, le terme de chasseur d'esclaves est d'autant plus pertinent qu'il est actuel aussi vis-à-vis du complexe carcéral, industriel aux États-Unis et pas que. Et oui, et d'où le système des prisons lucratives qui gagnent de la thune en fonction du temps d'enfermement des personnes, etc. Plus les gens sont enfermés, plus ils gagnent de la thune. Donc voilà, quoi. Des vrais bails sur la collusion entre l'ICE et le système carcéral privé. Oui, de fou, oh, non, totalement. Et même le système carcéral, j'avais vu ça récemment, mais genre aux États-Unis, tu peux être dans une prison en attente, par exemple, d'un rejugement, etc. Enfin, en attente de jugement ou des trucs comme ça. Et en fait, au moment où plus la date, je sais pas, de ton jugement approche, bah à ce moment-là, hop, tu vas être transféré dans une autre prison. Et du coup, quand tu es transféré dans une autre prison, il faut refaire toute la paperasse, refaire toutes les demandes, réavoir le contact de ton avocat, etc. Et en fait, c'est comme ça que quand tu es dans le système de prison privée aux États-Unis, tu te fais balader d'une prison à une autre pour juste qu'on te maintienne dans le groupe et que tu continues de ramener de la thune, etc. Et ça, c'est ce genre de truc de bouger les prisonniers, de les transférer d'une prison à une autre pour les garder enfermés et garder les quotas en termes de thunes qu'ils reçoivent du gouvernement des États-Unis et tout. C'est une pratique ultra répandue dans les prisons, dans le système carcéral privé aux États-Unis. Ouais. L'angle médiatique des médias mainstream qui ont interviewé nos élus CGT, c'était donc l'IA va vous remplacer, c'est inévitable. Waouh. Mais tu sais, ça me fait penser à l'excuse de la compétitivité internationale au début des années 2000, quand les luttes sociales portaient beaucoup sur des délocalisations d'entreprises, voire même simplement des fermetures d'entreprises françaises, etc. Je repense à Moulinex, hein, comme on avait parlé avec le Daron Draz. À chaque fois, c'était l'excuse de non, mais la compétitivité internationale, vous comprenez. Et puis vraiment, la concurrence chinoise, gna gna gna. Donc c'est pour ça qu'on délocalise, c'est pour ça que machin truc. Et en fait, quand tu regardais un petit peu plus précisément dans les chiffres de compte, en fait, c'est juste que les actionnaires voulaient s'en foutre plein les poches. Les patrons s'en battaient les couilles de fermer l'entreprise parce que ça leur faisait de la thune. Et du coup, en fait, c'était juste, t'avais principalement des patrons voyous qui avaient le prétexte de la concurrence internationale, mais juste pour s'en foutre plein les poches, sur le dos des salariés, sur le dos des plans sociaux, etc. Et en fait, c'est exactement pareil pour Capgemini, quoi. Maintenant, le nouveau prétexte, ça va être l'IA, mais on sait très bien que c'est le truc habituel de s'en foutre plein les poches et du capitalisme, globalement. Au siège parisien de Capgemini, des appels au départ du directeur général du groupe, le français Eman Ezat, se sont même fait entendre. Prenant les devants, le patron a écrit dimanche dernier sur LinkedIn que la nature et le périmètre de ce contrat soulèvent des interrogations par rapport aux activités que nous menons habituellement. Donc voilà, vous avez la distinction entre ce contrat, activité habituelle, alors qu'on apprend que ça fait longtemps qu'ils bossent avec ICE. C'est pas leur premier contrat avec ICE. Leurs activités habituelles, c'est quoi? C'est genre aider à réduire le nombre de lits dans les hôpitaux publics? Polémique. Capgemini n'aurait payé aucun impôt sur les sociétés de 2011 à 2020, en dépit d'un chiffre d'affaires de 329 millions d'euros en France, approuvé d'argent public. Un exemple caricatural d'optimisation fiscale. Prestataire de l'État français, Capgemini facture au moins 1,1 milliard d'euros de missions à l'État, plus de 250 contrats publics avec de nombreux ministères, armée, santé, écologie, économie, éducation nationale, recherche intérieure, affaires étrangères, travail, agriculture, culture, ainsi que pour le Premier ministre et le Président. Capgemini intervient notamment dans la politique de réduction du nombre de lits du ministère de la Santé, par exemple, pour supprimer 179 lits et 600 emplois à l'hôpital de Nancy en 2019. Ah oui, il y a tout le scandale sur MaPrimeRénov' aussi. Globalement, bon, il est bail de rétro-pantouflage. Mediapart travaillait qu'un ancien cadre de Capgemini a rédigé le marché public qui allait être attribué à Capgemini pour moderniser le traitement des courriers reçus par l'Élysée. Un employé de Capgemini prend connaissance du code QR du pass sanitaire du Premier ministre Jean Castex. L'employé interpelle sur le réseau social Twitter et lui propose ses services en cybersécurité. La suite de l'affaire McKinsey, blablabla, ils ont essayé aussi épingler, etc. Bref, donc bon. Le fait de faire cette distinction entre ce contrat et les activités que nous menons habituellement, c'est un peu fort de café. Et que le conseil d'administration indépendant a engagé un processus d'examen du dit contrat. Voilà, on va examiner le contrat pour voir ce que c'est. Voilà. Voilà, on va voir. C'est donc en fait voilà. Donc en langage, donc ça c'est du langage de
de patron, hein, c'est le langage de technocrate. Si vous enlevez la langue de bois, ça veut dire laissez-nous un peu de temps pour qu'on trouve une façon de gérer cette crise sans se faire trop épingler. Voilà. Laissez-nous un peu de temps avant de vous répondre. On fait travailler nos conseillers en communication là-dessus. Et Manezat assure que Capgemini n'a pas de contrôle sur Capgemini Government Solution LLC. Oui, ce serait dommage quand même parce qu'il porte le même nom que vous en fait. Une division opérationnelle indépendante depuis la création de cette dernière en 2002. 2002 Attends, 2002. Ah oui, en 2002, loi de 2002 sur la sécurité intérieure, le Homeland Security Act, adopté après les attentats du 11 septembre 2001. Et l'AIS devient le principal service d'enquête du département de la sécurité intérieure et participe aux travaux du groupe de travail conjoint contre le terrorisme, Bureau fédéral d'enquête. Intéressant qu'ils soient implantés aux États-Unis en 2002, tiens. On se demande ce qu'ils y ont fait. Donc depuis la création de cette dernière en 2002, ces bénéfices sont pourtant bien agrégés aux résultats financiers du groupe. Et l'Amérique du Nord n'est pas un marché de second plan pour Capgemini. Sur l'année 2024, les derniers résultats publics, la holding réalisait dans la région 28% de ses près de 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est quoi là? C'est quand même une grosse partie du chiffre d'affaires de Capgemini, quoi. L'histoire de la filiale du groupe français et celle de l'AIS sont intimement liées. La première naît donc en 2002, la seconde quelques mois plus tard, le 1er mars 2003. Donc voilà. Dans les chamboulements institutionnels qui ont suivi le 11 septembre, la relation est fusionnelle. Les données du site USA Spending, qui liste les dépenses gouvernementales, montrent que 65% des contrats signés entre Capgemini Government Solution LLC et les agences fédérales américaines l'ont été avec ICE. Dès 2007, on trouve des traces de contrats signés entre l'agence et son consultant préféré, censé fournir un soutien opérationnel continu pour la modélisation de l'espace délit nécessaire à l'activité de l'agence. La présence des cabinets de conseil dans l'administration n'a rien d'une révolution. Ça a commencé il y a longtemps sous Reagan, puis Bush père, avec cette idée que les bureaucrates sont paresseux et inefficaces, et que sous-traiter au secteur privé est plus efficace, souligne une source au sein de l'ICE, qui parle d'une dépendance totale de l'agence vis-à-vis de ses prestataires. Si on les vire, l'ICE sera paralysé. Ils sont devenus indispensables à certains rouages du système. C'est très dur de se débarrasser d'eux. J'ai pas envie de faire mon Anaskazib et révolution permanente, mais l'avantage de la sous-traitance, c'est que tu peux paralyser des États avec une lutte sociale bien musclée. Alors c'est musclé, hein. Je veux pas faire mon RP de service, mais là... Mais en info, personne ne fait rien. Mais d'où l'importance aussi de la politisation des travailleurs de l'informatique. En vrai de vrai, je sais que voilà, y a des camarades là-dedans qui travaillent activement. Mais d'où l'importance de la politisation massive, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en data, en machin. Enfin, tous les gens qui sont en fait les petites mains, qui sont de plus en plus appelés à supplémenter les services de l'État, etc. Ils ont un rôle politique très important. Et voilà, d'où la nécessité d'une politisation large et massive de ce secteur-là, en fait. C'est dur de se syndiquer chez les cadres et ingés. Par contre, assez content de la réaction des collègues. 3000 licenciements, ils s'en foutent. Par contre, là, ça a motivé pas mal de gens à se mobiliser et se syndiquer. Bah justement, mais c'est pour ça que c'est important. Et en vrai, c'est ce genre de truc, j'espère que ça permet aussi à plein de cadres de commencer à examiner aussi moralement et de se mêler du fait qu'il y a un enjeu démocratique dans le fait de regarder ce que leur entreprise fait et ce que leur entreprise fait politiquement. À partir du moment où tu es le sous-traitant d'un État, ça veut dire que tu as un rôle qui n'échappe pas à la démocratie. Et ça veut dire que du coup, l'absence de démocratie dans l'entreprise est d'autant plus un outil de muselage un petit peu. Parce qu'en fait, une entreprise n'est pas responsable devant la représentation nationale. Tu vois, une entreprise ne risque pas de perdre des élections, etc. Donc bon. Konrad Agagan, responsable de grand compte au sein de Capgemini Government Solution LLC depuis 2021, pourrait faire figure d'employé modèle. Fier d'être au service de la sécurité nationale, ce chauve au physique d'athlète a commencé sa carrière comme agent de la Border Patrol dans le sud de la Californie en 1996 avant de passer plus de 20 ans comme agent de terrain puis officier de déportation et de détention pour l'ICE. L'ascenseur social, hein. Comme quoi, quand on veut, on peut. Le rêve américain. Ah, c'est une vraie vocation pour lui, le nazisme. Ouais. Il a commencé par la Border Patrol et après il est passé à ICE et tout. Genre, c'est vraiment la dedication. Avant de passer de plus de 20 ans comme agent de terrain puis officier de déportation et de détention pour l'ICE, son parcours ressemble à celui du Trumpisme. Affecté en Floride dans les années 2010, alors que l'État n'est pas encore un bastion de l'idéologie MAGA, c'est lui qui recevait des délégations de pays d'Amérique du Sud pour organiser la capture et le renvoi de sans-papiers. Sur des photos de 2019, on le voit ainsi, tout sourire, à la sortie d'une réunion dédiée au retour des ressortissants colombiens. Ah ouais, d'accord. C'est Seakhurst. Enforcement and Removal Operation. Ah, ok. Contactés, de nombreux employés de Capgemini Government Solution LLC disent ne pas se sentir à l'aise à l'idée de répondre au jour. Je suis pas très à l'aise à l'idée de dire que je travaille avec les nazis et que mon patron c'est Eichmann. Parmi les profils que nous avons passés au crible, la plupart sont passés par l'ICE avant, après ou entre deux contrats avec la filiale. Les allers-retours sont fréquents et tout naturels pour ceux qui ont à cœur l'esprit Homeland Security, la sécurité intérieure. Capgemini s'est inséré au fil du temps dans ce tissu très privé et très masculin. Le directeur général de la filiale, Dan Ford, un ancien du prestigieux MIT, Massachusetts Institute of Technology, avant de passer par l'administration fédérale, a été début 2025 distingué par le site spécialisé Wash 100 qui décerne chaque année un prix à un prestataire efficace
efficace du gouvernement américain. Le jury le félicite pour sa capacité à fournir de vrais résultats. Dans le même temps, des agents de l'ICE semaient la terreur dans les quartiers hispaniques de Los Angeles. Et c'est ça aussi qui est fascinant dans cette filiale du coup états-unienne de Capgemini, c'est à quel point, comme ils expliquent, hein, à quel point la sociologie des enforcers qui sont vraiment dans la rue à tirer sur les gens et à prendre du plaisir et à bander, à menotter des étrangers, notamment des latinos, mais pas que, se retrouve après dans les bureaux. Et en fait, la culture, je vous parle souvent de l'importance de la culture d'entreprise en sociologie, notamment quand tu examines politiquement le monde, etc. Et là, on a une culture d'entreprise qui passe aussi par une culture d'agence très militarisée, qui passe par la violence, etc. etc. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et c'est un élément très important de la compréhension d'à quel point Capgemini est dans le lit du Trumpisme, dans le lit des MAGA, dans le lit des fascistes états-uniens. C'est que, y compris ses employés, en fait, pour ses employés, bosser à Capgemini, c'est une promotion, voire un passage dans une carrière, dans une logique de carrière ascendante. Donc en fait, c'est des gens qui vont être extrêmement fidèles à la culture d'entreprise, qui vont être dans une déférence absolue face au pouvoir, parce qu'ils aspirent justement à ce pouvoir-là. Donc tu as toute cette logique aussi, mais c'est fascinant. Enfin, relire Johan Chapoutot sur le nazisme et la mise en concurrence et l'importance de la hiérarchie et de la mise en concurrence dans les agences nazies, quoi. On a le même principe de le pouvoir et la concurrence attirent des opportunistes qui vont être d'autant plus fidèles et d'autant plus zélés et vont d'autant plus démontrer leur zèle qu'ils voudront aspirer justement à être les vainqueurs de cette concurrence, quoi. Si en plus c'était déjà des nazis à la base, c'est banco. Bah oui, en plus. Sur son site, Capgemini ne se cache pas d'avoir aidé l'ICE à gagner en efficacité dans de nombreux domaines de son organisation, à rationaliser les places en centre de détention. Rationaliser les places en centre de détention, ça veut dire comment faire rentrer plus de monde dans des espaces plus petits. Ouais, tu me diras, hein, à l'époque, quand on transportait des esclaves sur les bateaux, l'espace, il était bien optimisé, hein, aussi. Heureusement qu'on avait des grands optimisateurs pour mettre les gens au fond de cale des bateaux. Et à améliorer la prévision, la gestion de l'information, la gestion de crise et la modernisation des systèmes informatiques. L'entreprise se targuant même d'avoir été au cœur du dispositif. La page a été supprimée fin janvier, comme l'a révélé l'Observatoire des multinationales, mais une sauvegarde en ligne permet de la consulter. Je vais être honnête, Capgemini fait venir des gens très intelligents, très compétents et qui font du bon travail. Puis, une fois le contrat en place et les équipes installées, ils arrêtent de s'investir, témoigne Linda, qui a exercé des fonctions managériales dans l'agence pendant une dizaine d'années, à la planification des opérations et à la conformité des contrats. Donc la meuf, elle se plaint. La manageuse a dit « Oh, les gens, ils travaillent pas assez. » Oui, c'est une manageuse. Les managers. Bref, if I speak, les managers. Les managers. Le premier mandat de Trump entre 2016 et 2020 avait déjà permis la signature de deals juteux pour Capgemini. Les jours ont ainsi exhumé un recours à une extension de contrat sans mise en concurrence entre une division de l'ICE et la filiale du géant français. Globalement, c'est en gros, on renouvelle ton contrat sans te remettre sur le marché. En gros, on te renouvelle ton contrat gratos. Genre, le contrat, il est pour toi. Tu vois. Genre, c'est pas en mode, tu dois pas repasser par un appel d'offres ou des mises en concurrence avec d'autres agences, etc. C'est en mode, t'es notre pote, on te le file à toi. Entre une division de l'ICE et la filiale du géant français, signée par des représentants du département de la sécurité intérieure, le 10 octobre 2017, pour des services de soutien opérationnel de l'Enforcement and Removal Operations Branch, planification, gestion des centres de détention, modélisation des capacités, optimisation des transports. Organiser les détentions, réduire les coûts, voilà la spécialité du cabinet. Facture, 23 millions de dollars, donc 19 millions d'euros. Nous avons travaillé dur pour tenter de réformer l'agence de l'intérieur, mais nous n'y sommes pas parvenus. Comme plusieurs de ses collègues, Linda a quitté l'ICE après le retour au pouvoir de Trump il y a un an. Comment ça, réformer de l'intérieur? Donc la manageuse qui trouve que, oh là là, une fois que les gens ils sont installés, ils bossent pas assez, elle a quand même essayé de changer les choses de l'intérieur. Tu le vois ça? Ça te change de l'intérieur, ça? Transport, c'est vraiment les trains vers autre chose. Ah oui, c'est littéralement ça, c'est vraiment optimisation des transports. Ah, les trains qui arrivent à l'heure, oui. Et puis, il y a eu ce 4 juillet 2025. Au sommet de sa forme sondagière, le président américain paraphe de son immense signature un financement gigantesque à sa politique d'immigration, le One Big Beautiful Bill Act. Le Big Beautiful Bill. Le texte de 900 pages, effectivement big, accorde 170 milliards de dollars, donc 142 milliards d'euros, au budget des expulsions massives et des infrastructures frontalières. Et l'ICE en est le récipiendaire central. L'agence devient la mieux dotée des structures fédérales chargées de l'application des lois de l'histoire des États-Unis. Et ça aussi, pourquoi on parle autant de ICE, c'est que ICE est l'agence la plus riche, l'agence fédérale la plus riche de tous les États-Unis, de toute l'histoire des États-Unis. Toute la thune des États-Unis part dans la politique de déportation. L'objectif de la Maison-Blanche, 1 million d'expulsions par an. Je ne vais pas faire ne fais pas de parallèle historique. Pas de parallèle historique avec les réactions de certains Allemands moustachus qui aimaient bien s'habiller avec des vêtements faits avec les cheveux de leurs victimes. Concrètement, cela se traduit par un recrutement massif et un détricotage des contrôles pour les faciliter. Il faut trouver jusqu'à 10 000 nouveaux agents pour un total de 16 000 qui seront chargés des expulsions. À titre de comparaison, le FBI n'en compte que 13 700. Qui est chargé du recrutement? Une Capgemini, avec d'autres entreprises du secteur, comme le prouve cette banale fiche de poste disponible en ligne. Donc c'est une fiche de poste pour analyste
plus de soutien aux enquêtes, obtenez l'avenir que vous souhaitez. Capgemini.com. Wow. Donc ça veut dire que dans la politique de recrutement de l'ICE, ils recrutent aussi des gens pour Capgemini. Scott Schuchart, l'ex-haut fonctionnaire de l'ICE, insiste sur la privatisation des prisons. Une énorme partie de ce qui dans d'autres pays est fait par des agents publics est ici confiée à une entreprise. C'est un moyen de recruter plus vite, avec moins de contraintes administratives et sans s'encombrer du droit du travail, grâce à des missions de 7-8 mois. Si certaines décisions régaliennes restent, sur le plan juridique réservé à l'ICE, la frontière devient plus floue. Autre problème, au moment du vote du One Big Beautiful Bill Act, l'agence disposait de 200 lits pour accueillir les détenus fraîchement cueillis. Ce chiffre doit passer à 100 000 d'ici 4 ans. Sous Obama puis Biden, l'ICE avait des priorités d'arrestation claires. Les personnes condamnées pénalement, les menaces à la sécurité nationale et les arrivées récentes à la frontière. Oui bon, priorité était quand même assez large on va dire. Les ressources étaient limitées, les agents étaient censés se concentrer sur ces profils. Donald Trump a immédiatement supprimé ces priorités pour favoriser le volume, décortique Linda, l'ancienne cadre. Donc Linda, qui voulait réformer l'agence de l'intérieur, elle est en mode non mais c'est bien quand on se concentrait que sur les criminels et les gens qui venaient d'arriver pour éviter de leur donner une chance éventuellement de se régulariser. Mais maintenant le problème c'est qu'il fait dans la masse quoi. Bon, on abandonne le qualitatif au nom du quantitatif quoi. Voilà. Alors que moi je préfère la qualité à la quantité. Après, cela dit, c'est un peu l'avis de base de tous les démocrates aux États-Unis. Ils sont contre le fait que ICE fasse dans la masse. Mais ils sont pour le fait de déporter les gens, pour la sécurité nationale. Fun fact, le bureau de Capgemini qui bosse avec l'ICE est à 8 minutes de voiture de la CIA. C'est pratique pour les petits rendez-vous. Donc décortique Linda, l'ancienne cadre. En juillet, alors que l'agence commence à faire polémique aux États-Unis, la porte-parole du DHS, donc Department of Homeland Security, Tricia McLaughlin, assure que l'ICE fait l'objet d'inspections et d'audits réguliers menés par des organismes externes afin de garantir que tous ces centres respectent les normes nationales de détention fondées sur la performance. Si les normes nationales de détention sont fondées sur la performance, oui, je vous fais confiance, mais il va falloir aller faire foutre un moment. C'est pas la performance qui compte en fait. Allô, c'est le respect des droits de l'homme. Capgemini était d'ailleurs au cœur d'un audit de l'inspection générale du DHS du 26 août 2021. Dans leur rapport d'une vingtaine de pages, ces contrôleurs estiment que le prestataire n'a pas fourni le nombre d'agents exigés par ICE pour certaines catégories de postes. Et l'ICE ne s'est pas assuré que le prestataire respecte les exigences du cahier des charges en matière de compétences, de niveau d'études et d'expérience professionnelle du personnel. Donc en plus de ça, Capgemini, ils embauchent n'importe qui. L'inspection générale poursuit. L'ICE ne peut pas confirmer avoir reçu tous les services prévus et aurait potentiellement surpayé près de 770 000 $, soit 650 000 euros. Ça va. 650 000 balles pour des contrats qui se chiffrent en milliards et ils se plaignent. Oh les radins. Après 2021, se souvient Linda, il y a eu une volonté du DHS de se dégager du contrat cadre avec Capgemini Government Solutions LLC en raison d'une forte frustration liée à des problèmes de performance. Mais ils ne sont jamais partis. Ceux qui devraient prendre ce genre de décision ne peuvent plus se passer de leur service. Je pense que Capgemini a juste tenu bon et maintenant, ils reviennent plus forts que jamais. Donc du coup, de ce que je comprends bien, en vrai, Capgemini, en vrai, le DHS, ils n'étaient pas si contents du travail qu'ils ont fait, mais comme dans Capgemini, ils sont tellement devenus consanguins avec ICE, comme il y a tellement de gens de ICE qui se mettent à bosser à Capgemini et qui reviennent, etc., et qu'en fait, Capgemini aux États-Unis est presque devenu une succursale en fait de l'ICE et que ICE ne fonctionne plus comme Capgemini, bah en fait, que Capgemini ait des bons résultats et des mauvais résultats, bah ils restent accrochés comme une moule à leur rocher. Juste en fait, c'est dire à quel point ils sont devenus indispensables à ICE. Donc c'est pas juste ce que dit le patron actuel de Capgemini en mode oh il y a un contrat qui pose problème, il va falloir qu'on enquête là-dessus, etc. C'est juste que Capgemini et ICE sont consanguins. C'est presque une seule et même agence et que même dans des conflits commerciaux qui peuvent l'opposer avec le Department of Homeland Security, donc le gouvernement là, même dans des différents commerciaux là-dessus, Capgemini est indéboulonnable parce que Capgemini se confond presque avec ICE dans son utilité et dans son ubiquité en fait dans l'agence quoi. Donc voilà, donc le scandale Capgemini est beaucoup plus large que juste ils ont un contrat récemment. Capgemini c'est ICE. Ça c'est un gros classique des projets en info. Le prestataire peut souvent se permettre de faire la merde parce que c'est super compliqué de changer de prestataire. Oui, et après oui il y a aussi ça, aussi le fait que souvent en informatique, comme du coup tu deviens très vite dépendant des systèmes qui ont été mis en place, des softwares, des trucs comme ça, etc. C'est très difficile de se défaire d'un contrat informatique parce que en fait faut tout réentraîner, il faut tout refaire l'architecture, etc. Et c'est un bordel. C'est pour ça que pour beaucoup de ces choses-là, il faudrait nationaliser puisqu'en fait il y a trop d'enjeux en fait qu'on ne peut pas se contenter de dépendre de prestataires. C'est comme Palantir. On peut plus se détacher de Palantir parce que c'est bien pratique après tout. On est entraîné sur leur logiciel quoi. Donc bien sûr, c'est pour ça qu'il faut un vrai service public de l'informatique en fait quoi. Bref, enfin nationaliser ou avoir un service public vraiment dédié avec l'excellence de l'excellence de l'excellence de l'excellence des ingénieurs avec les meilleurs salaires, avec les meilleures conditions et puis comme ça on a la structure la plus robuste quoi. On dépend pas d'entreprises privées. Bref, enfin je dis pas ça pour bref, c'est un autre sujet encore, tu vois. C'est encore un autre sujet sur la dépendance aux prestataires. Enfin bref, voilà qui
qui conclut ce, ce petit sujet. Je pense qu'il y a un vrai pressing à faire depuis la France. Ça reste une entreprise française, même si Capgemini dit oh là là, mais ils sont indépendants, la LLC aux États-Unis, etc. Non, arrêtez de mentir. Il y a un vrai pressing à faire depuis la France. Et encore une fois, quand ils trouveront leur petite pirouette de relations publiques en mode c'est bon, nous avons mis fin à ce contrat spécifiquement, donc tout va bien, vous pouvez avoir confiance en nous, ne les lâchez pas. Ça dépasse largement le petit contrat qui a été révélé, comme le montre l'article des jours, etc. C'est beaucoup plus profond et il y a une pression à faire immense. Mais même pas que des travailleurs et travailleuses à Capgemini, mais genre même de la population générale. Encore une fois, genre la pression populaire qu'il faut mettre, que ce soit sur les réseaux, faut les harceler, faut pas les lâcher. Prenez tous les trucs en mode hello, bonjour, vous allez pas vous en sortir comme ça. Bref.